Ligne droite. Le grand entretien, Liselotte Dutreuil. Bruno Le Maire a officialisé hier sa démission après 7 ans passés à Bercy. Le bilan du ministre semble laisser à désirer, notamment avec un déficit public dramatique qui défie désormais les pires prévisions en atteignant bientôt les 5,6% du PIB. La dette, quant à elle, atteint désormais les 112%. C'est donc ce bilan que nous allons tenter d'établir avec vous. Tom Benoît, merci d'être à nouveau parmi nous. Je rappelle que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine et donc, je le disais, désormais habitué de Ligne droite également. Absolument, à nouveau, mais avec plaisir. Bonjour Liselotte. Alors, il nous tenait à cœur donc de vous donner la parole une dernière fois pour parler de Bruno Le Maire, puisque vous avez eu l'opportunité de discuter directement avec lui. Il n'avait d'ailleurs pas été très courtois. Je vous propose de réécouter cet extrait, chers auditeurs. C'est tout de suite. Le report annuel des crédits, monsieur le ministre, s'établissait à environ 2 à 3 milliards par an depuis une quinzaine d'années. Depuis 2020, il y a eu un pic à une trentaine de milliards et aujourd'hui, on est encore à 16 milliards, 20 milliards de report annuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez laisser des finances publiques qui sont un cadeau empoisonné, si je puis dire, au Rassemblement national. Mais cher monsieur, vous faites le perroquet. Mes accusateurs. Mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat. Mais vous vivez dans quel monde ? Alors justement, Tom Benoît, vous vivez dans quel monde ? Puisque justement, vous lui avez démontré à ce cher Bruno Le Maire que oui, il maquillait les comptes publics. Je vivais dans la réalité apparemment, vraisemblablement, et le Sénat aussi. Donc je me faisais non pas le perroquet, mais en tant que journaliste, je me faisais l'écho du Sénat. Et se faire l'écho du Sénat, qui a quand même pour vocation de contrôler le travail des ministres, auprès d'un ministre, ça me semblait légitime. Alors effectivement, le rapport du Sénat était assez virulent à l'endroit de Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire avait dû s'expliquer avec une forme de férocité aussi, de poigne vis-à-vis des sénateurs qui lui portaient des accusations très graves. Mais c'est tout simplement parce que la situation était très grave et qu'effectivement, il y avait eu plusieurs notes qui n'avaient pas été transmises, alors qu'il y a une loi organique, en l'occurrence, qui imposait au ministère des Finances de transmettre cette note, de la communiquer. Un peu plus tard dans l'interview, lorsque j'ai évoqué ce sujet à Bruno Le Maire, le désormais ex-ministre des Finances m'a expliqué que, en réalité, il ne fallait pas agiter et que ça n'aurait servi à rien de mettre de l'huile sur le feu et qu'il n'aurait pas été raisonnable de générer de la peur. Et que la situation allait revenir à la normale et qu'elle n'était pas si dramatique que ça, finalement. Et ce qui correspond régulièrement au double langage de toute une catégorie de politiques aujourd'hui. Alors, la vraie question, après, c'est de se dire, est-ce que Bruno Le Maire, dans l'extrait que vous venez d'entendre, vous semble convaincant ? Pas beaucoup. Je crois qu'il y a très peu de personnes. On peut demander à Arnaud rapidement. Arnaud, est-ce que vous êtes convaincu par Bruno Le Maire ? J'ai toujours beaucoup de mal avec les propos de Bruno Le Maire. Bon, voilà. Je veux dire, moi, personnellement, si j'étais ministre des Finances et qu'on me dit, vous avez un report annuel de crédit qui est gigantesque depuis 2020, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une bombe à retardement, là aussi. Je m'en expliquerai différemment. Et lorsque je parle de la dette également, il y a le marronnier, mais pas seulement avec Bruno Le Maire, parce que les éléments de langage sont les mêmes quasiment avec tous les ministres et toutes les personnes de pouvoir aujourd'hui, d'une catégorie de pouvoir. C'est depuis quelques années, oui, mais il y a eu le Covid. Et si on va un peu plus loin après le Covid, si on ne parle pas du Covid, on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, vous voulez laisser les gens dans la rue ? Et alors là, c'est terminé généralement, et vous n'avez plus qu'à dire, non, vous avez raison, surendettez-nous, indexez de la dette sur l'inflation, et puis ensuite, prenez tout ce que vous avez à prendre, la propriété privée, l'épargne, et puis on vous laissera faire parce que vous avez l'air bienveillant. Alors que la réalité, c'est pas ça du tout. Le surendettement massif a démarré déjà sur décision européenne au milieu des années 2010, au début 2010, ça a été appliqué au milieu des années 2010, c'est Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, et tous les économistes qui ont conseillé Emmanuel Macron et Le Maire et qui sont prétendument des personnes qui penseraient finalement, ça me fait toujours sourire parce que tout le groupe d'économistes qui a mené cette politique en amont insinue qu'il leur serait venue l'idée qu'il vaudrait mieux taxer le capital plutôt que le travail finalement, et que un peu comme si cela provenait d'une réflexion philosophique, alors qu'en réalité ce sont des gens qui cherchent à taxer de partout et qui ont compris que le travail allait être de plus en plus difficile à taxer.
Parce que le bilan de Bruno Le Maire, ce sont des faillites. C'est tout de même une réalité. C'est pas une attaque personnelle à l'endroit de Bruno Le Maire, mais professionnelle. Moi, il y a une chose qui me rend malade, c'est quand j'entends Bruno Le Maire vous dire « j'ai sauvé l'économie française ». C'est un scandale absolu, il y a un record de faillite. Il y a quelques jours au Sénat, ce lundi, je l'entendais dire pourquoi on a moins de recettes de TVA ? Parce que mon idéal est d'avoir une France de paysans, mot pour mot, et d'ouvriers. Et donc, forcément, si vous avez une France de paysans et d'ouvriers, en contrepartie, bien vous engrangez moins de TVA, moins de taxes sur la valeur ajoutée. Bruno Le Maire poursuit lors de l'audition en disant « Parce que si vous avez une France de producteurs, ce qui est vertueux, plutôt que de consommateurs, eh bien évidemment, vous avez moins de recettes sur la TVA et vous avez des accidents comme cela. » Mais là aussi, il y a un double langage qui est tout à fait acide et ironique, parce que vous avez l'impression, je vous pose une question à nouveau, que la France est sur la voie du retour à la paysannerie et sur le retour à des chaînes courtes de production et de consommation, avec des ouvriers un peu de partout qui travailleraient pour des manufactures françaises. Non. Mais là où il y a un double langage également, c'est que vous avez Bruno Le Maire qui vous dit « Mon bilan est formidable parce que voilà, on veut faire une France de producteurs, on a réindustrialisé, on n'a jamais autant réindustrialisé, le chômage n'a jamais été aussi bas, donc vous devez dire que mon bilan est bon. » Et en même temps, vous avez Mario Draghi qui vous dit, mot pour mot là aussi, l'Europe, ce qui attend l'Europe, c'est une lente agonie, parce que nous sommes en décrochage de tous les côtés vis-à-vis des USA depuis 20 ans, sur les produits manufacturés en exportation, sur le PIB, sur toutes les puissances. Donc, on doit prendre votre argent, à vous Européens, pour s'endetter à échelle européenne. Donc ça veut dire que lorsqu'il s'agit de surendetter l'Europe, tout va très mal, et on est en décrochage total. Donc j'aurais envie de dire à Mario Draghi, mais vous êtes complotiste là, qu'est-ce que vous racontez ? On est en décrochage vis-à-vis des États-Unis, l'Europe va mal depuis 20 ans alors qu'il y a l'euro qui nous sauve. Mais que de foutaise, cher Mario, comme dirait Barack Obama, puisque c'était le favori de Barack Obama pour gérer les questions économiques en Europe en 2008. Et on a vu où ça nous a mené ensuite lorsqu'il a été président de la BCE également, avec toutes les politiques monétaires non conventionnelles. Et on est en train de, finalement, être dans une situation où on va être contraint de faire confiance à des personnes qui ont mené une politique qui nous a menés dans le mur et qui l'avouent uniquement dans les situations où ils ont quelque chose à vous demander ou pire, à vous imposer ou à vous capter. Je vais me faire l'avocat de Bruno Le Maire pour cet entretien, pour que vous puissiez nous répondre. Mais alors, selon les calculs de Bercy, justement, en 2023, la France comptait 500 usines de plus qu'en 2016 et fin 2022. Le chômage était à son niveau le plus bas depuis 1982, à 7,1% de la population active. Alors, est-ce que Bruno Le Maire n'a pas quand même eu un impact positif en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne la réindustrialisation, Tom Benoît ? Alors, si cela concerne l'installation, par exemple, de hangars Amazon dans les périphéries des campagnes françaises, oui, ça, il en a plus. Et si vous parlez de faux emplois avec des jeunes Français qui n'ont aucune perspective et qui sont littéralement exploités, payés avec des salaires inférieurs à ce qu'on appelle le salaire minimal, c'est dans la sémantique, c'est aussi subtil que le plus blanc que blanc de Coluche, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a un salaire minimal en France et il y a un rapport sur la pauvreté qui a été rendu hier en disant que à 1300 € par mois, vous êtes pauvre. Premièrement, il n'y avait pas besoin de rendre beaucoup de rapports pour dire qu'avec 1300 € par mois, les Français qui touchent cette somme-là doivent avoir du mal à boucler jusqu'en les fins de mois. Mais deuxièmement, si on considère qu'il y a un salaire minimal, justement, qui doit tourner autour des 1300 € en net, à peu près, le SMIC, c'est parce que il ne doit pas y avoir de salaire inférieur par rapport à une charge de travail de tant d'heures. Aujourd'hui, en France, vous avez des personnes qui travaillent, qui font des études à côté, qui plus est, mais qui ne sont pas payées et qui sont littéralement exploités, mais qui ne sont pas au chômage. Voilà, ce sont des gens qui n'entrent pas dans les chiffres du chômage, qui ont été modifiés également par des barèmes décidés donc par l'INSEE, là aussi, où maintenant, lorsque vous êtes au chômage, ça veut dire que vous considérez que vous l'êtes, vous vous considérez comme chômeur. Si vous ne considérez pas comme chômeur, vous n'êtes pas au chômage. Ça, c'est la modification d'octobre 2023. Pour être au chômage, aujourd'hui, il faut vraiment y aller très fort. Mais si vous êtes payé 500 € par mois en stage à
27, 28 ans, là, vous n'êtes toujours pas au chômage. Il y a plein de catégories de personnes qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas vivre de leur travail, mais qui ne sont pas au chômage. Ouais. Donc les chiffres du chômage jamais aussi bas de Bruno Le Maire. Oui, c'est une sorte de maquillage, mais légal cette fois-ci, en fait. Oui, voilà, tout à fait, c'est un maquillage officialisé. Bruno Le Maire, c'est aussi, après ces 7 ans passés à Bercy, une potentielle mise sous tutelle européenne pour la France dans l'année à venir. Tom Benoît ? Et voilà, premièrement, sur le plan officiel, là aussi, parce que sur le plan officieux, nous sommes déjà sous tutelle de l'Union européenne, malheureusement. Et on le voit bien en termes de gouvernance, on voit bien que tout le petit cinéma, tout de même, c'est le moment quand même de se révolter en France et de dire on n'accepte plus d'avoir, vous présentiez Sébastien Delogu précédemment, c'est un gag ce personnage. C'est une réalité, mais il n'est pas un cas isolé, il y en a plusieurs. Est-ce que vous verriez l'Union européenne présenter Sébastien Delogu à la place de Thierry Breton au commerce intérieur, par exemple, où il va y avoir un nouveau commissaire à la défense à la Commission européenne, un nouveau ministre des Finances européen également qui va gérer notre endettement global? Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui dirigent tout ça en quelque sorte, qui encadrent, pour ainsi dire, comme Ursula von der Leyen, Charles Michel, auraient l'audace de présenter des personnes aussi ubuesques que Delogu ou même au Rassemblement National ou à Renaissance, mais en tout cas des personnes qui ne sont pas en capacité de diriger? La réponse, c'est non. Et c'est bien la preuve, justement, que la France est un pays soumis, vassalisé et dépendant d'une Union européenne, par contre, qui est parfaitement organisée et qui est l'adulte vis-à-vis des enfants qui sont devenus et que l'on a contraint à être sur le plan économique et législatif, les États européens. Donc la mise sous tutelle de l'Europe, elle va arriver, ça c'est une certitude. La grande menace, nous en avions parlé, ça va être cette amende, puisque en théorie, nous sommes condamnés pour déficit excessif, mais on ne nous fait pas payer l'amende. Et la contrepartie, évidemment, qu'elle sera d'accepter tous les diktats, tous les préceptes, toutes les fables qui vont être rédigées et énoncées par les commissaires européens et par qui vont ressortir de tous les rapports de la Commission européenne. Voilà ce que nous attend aussi, ce qui nous attend après 7 ans de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Est-ce que Bruno Le Maire, il a hérité de cette situation de vassal à l'Union européenne, ou bien est-ce qu'il y a participé? Est-ce qu'il a subi cette situation, ou bien est-ce qu'il en est co-responsable, Tom Benoît? Responsable, évidemment pas, parce que Bruno Le Maire est l'instrument d'une politique, comme la plupart des ministres, comme Michel Barnier sera l'instrument également d'une politique à mener. Alors, ça correspond à leur personnalité, je dirais même pas leur ligne politique, parce que je crois pas beaucoup à la ligne politique des hommes politiques. Voyez-vous, je pense qu'on peut avoir une dimension politique dans la vie, mais je ne crois absolument pas. C'est chez vous que j'entendais un certain François Asselineau la semaine passée, justement, nous dire « laissons sa chance à Michel Barnier ». Oui, laissons-lui sa chance. Moi, si j'étais homme politique également, je lui dirais, je peux lui laisser une chance de me donner un rapport, ou de me donner une mission, ou de me donner un mandat là-bas, ou de faire en sorte que je puisse être nommé à tel ou tel endroit. Mais ça, ce sont les ambitions des femmes et des hommes politiques, de métier. Donc, Bruno Le Maire était un homme politique. Il a dit qu'il le serait un peu moins, qu'il se mettait en retrait, puisqu'il va aller enseigner à Lausanne. Mais il était, quelques mois avant d'être nommé ministre des Finances d'Emmanuel Macron et de faire 7 ans avec Emmanuel Macron, dont il fait l'éloge depuis, on a tous entendu, Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, Emmanuel Macron est une coquille vide, Emmanuel Macron... Et puis, il parvient très bien à nous expliquer qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de solide ensuite et qui mène le pays de main de maître pendant cette année. Ça, c'est exactement, mais c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose pour les hommes politiques de métier qui ont fait de la politique un métier, ce qui est le gros problème. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, moi, je préférerais 20 fois avoir, je dis pas que je cherche à avoir, mais Vincent Bolloré comme président de la République, plutôt que Édouard Philippe, vous voyez. Et même dans l'absolu, Bernard Arnault, plutôt que Bernard Cazeneuve ou cette catégorie de personnes. La pire des choses pour la France, c'est d'avoir des êtres parasitaires qui ont fait de l'État parasitaire une vocation et qui ont dit nous ne voulons jamais travailler de notre vie, nous voulons être à la charge de l'État toute notre vie et nous voulons nous servir de l'État également pour nous faire embaucher
ailleurs et pour obtenir des contrats ailleurs. Ça, c'est la vocation du politique. Et forcément, lorsque vous êtes dans cette situation, eh bien, vous ne pouvez qu'obtempérer, vous ne pouvez pas avoir l'audace de dire je pense qu'il vaudrait mieux faire ça ou ça pour le pays. Donc Bruno Le Maire a été l'instrument d'une politique beaucoup plus décidée en amont. S'il est seulement l'instrument, ça rejoint un peu ce qu'a dit un conseil gouvernemental du coup qui confiait ça à nos confrères du Figaro. Il dit il aurait voulu inscrire un retour du déficit sous les 5% dès 2024, mais cela aurait supposé des coupes drastiques. À travers ces mots, on comprend que le ministre n'a finalement pas eu assez de temps, pas assez de pouvoir aussi pour opérer donc les coupes budgétaires nécessaires. Est-ce que c'est quand même pas un petit peu facile de la part de quelqu'un qui est resté en place quand même 7 ans, Tom Benoît ? C'est quand même le mandat le plus long, hein. C'est la fonction la plus longue pour un ministre des Finances. C'est Giscard d'Estaing qui avait dû rester, mais c'était pas consécutif. Il était parti, il était redevenu ministre des Finances. Mais on n'a jamais eu un ministre de l'économie et des finances qui est resté aussi longtemps. Et on n'a jamais eu un ministre de l'économie et des finances. Moi, j'en ai côtoyé beaucoup. J'en ai certains qui font partie de personnes qui sont pas des amis, mais pour lesquels j'ai une profonde estime, comme Alain Madelin, par exemple, ou d'autres, mais qui connaissent l'économie et la finance. Bruno Le Maire ne maîtrisait pas très justement l'économie et la finance lorsqu'il est arrivé. Je suis assez dépassé par le fait également. Moi, je rêve pas d'être ministre des Finances. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi vous n'essayez pas un jour d'accéder à ça? Je lui dis mais on peut pas changer le système de cette façon-là. On ne peut pas faire évoluer le pays et l'économie de cette façon-là. J'aurais pas les mains libres si je l'étais, mais je peux vous dire que si je l'étais pendant 7 ans, je n'aurais pas le temps d'écrire 5 ou 7 ouvrages littéraires de 200 ou 300 pages. C'est une réalité. Parce qu'il y a une question de gestion du temps dans la vie, et vous le savez lorsque vous êtes entrepreneur, vous le savez lorsque vous avez une vie de famille, une vie sportive, une vie sur tous les plans, il y a une réalité. Lorsque vous êtes en plus ministre de l'économie et des finances dans la période que nous avons vécue ces 7 dernières années, je considère que vous ne pouvez pas avoir le temps de sortir. C'était en mai dernier, Fugue américaine, ce fameux ouvrage de Bruno Le Maire là, qui a tant fait parler. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est pas le fait qu'il y ait un petit passage érotique qui n'était pas magnifiquement écrit par ailleurs, mais c'est plutôt le fait que vous sortiez au moment où la Banque Centrale Européenne commençait une politique monétaire beaucoup plus restrictive qu'elle ne l'était précédemment, et que ça avait un impact justement que l'on a vu par la suite sur alors il y a le dérapage aussi du budget à côté, mais quand même tout le marché de l'immobilier qui a été paralysé pour nos concitoyens cette année-là, ce qui a provoqué d'ailleurs 800 millions en moins dans les caisses de l'État, une situation économique, une crise sans précédent, une paralysie du commerce intérieur absolument phénoménale, et que vous arriviez sur les plateaux en disant je sors un livre qui traite d'un pianiste, de l'histoire d'un pianiste, et qui fait quand même 300 pages. C'est d'une ironie sans nom. Ouais. Mais c'est la preuve d'une déconnexion totale, par contre, avec le public. Combien a vendu de livres, Bruno Le Maire ? 1600. J'en avais vendu plus lorsque j'avais 22 ans, que j'étais parfaitement anonyme et que je suis passé sur, et que je n'étais passé sur absolument aucun média, même pas Ligne Droite ou un média parallèle, à l'aide des réseaux sociaux. Donc pour vendre, et il y en avait des piles dans toutes les Fnac, donc c'est là où on voit la déconnexion du personnage, si je puis dire, au-delà des fonctions de ministre de l'économie et des finances. Alors après, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, le déficit et le projet de déficit, bon, on savait évidemment que ça n'était pas possible. Vous avez un personnage qui accompagnait Bruno Le Maire jusqu'à présent et qui accompagne désormais Michel Barnier, son premier conseiller, qui était patron du fisc, patron de la DGSE, qui était déjà directeur de cabinet dans les années 2000, et essayez de l'inviter. Il viendra pas. Tout simplement parce que les personnes qui vous gouvernent en France ne vont pas parader sur les plateaux de télévision. Mais il viendra pas chez vous, mais il n'ira pas non plus chez BFM TV parler de l'économie. Et pourtant, ce monsieur connaît bien le fonctionnement de Bercy sur ces 7 dernières années. Il était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Et il va bien connaître le fonctionnement de Matignon, puisqu'il devient le directeur de cabinet de Michel Barnier. Et il y a aujourd'hui une France qui gouverne, et puis il y a une France qui, je dirais pas qui amuse, parce qu'il n'amuse pas grand monde, mais qui fait illusion, et qui doit faire semblant de mener la danse. Donc, on se retrouve bien souvent désarmé lorsqu'on échange avec des ministres aujourd'hui. Plus qu'auparavant, on se retrouve face à des acteurs.
Ça a le mérite d'être clair. Alors en parlant d'acteurs, justement, c'est donc Bruno Le Maire qui hier est monté sur les planches pour nous faire son adieu. Je vous propose d'en écouter un extrait. Tout le monde veut le désendettement, mais personne ne soutient les réductions de dépenses. C'est l'hypocrisie française. On veut de la dette en moins et des dépenses en plus. Forcément, ça ne marche pas. Pourtant, ce sont des somnambules, ceux qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public. Ce sont des somnambules, ceux qui promettent de revenir sur la réforme des retraites sans toucher à la feuille de paye ni aux pensions et en promettant plus de pouvoir d'achat. Ce sont des somnambules, ceux qui dénoncent l'austérité dans une France qui redistribue sa richesse plus largement que n'importe quelle autre nation au monde. Le réveil sera douloureux, pas pour les somnambules, mais pour la France et pour les Français, car le sommeil conduit toujours à la servitude. Alors Bruno Le Maire qui est assez virulent, il parle d'hypocrite, de somnambule. Alors ces somnambules, on comprend pas vraiment qui c'est, parce que quand il explique que justement on veut par exemple, il explique tous les paradoxes de l'économie française comme s'il était un grand sage et qu'il avait tout compris. Tom Benoît, comment ça vous fait réagir ces propos ? Ça me fait réagir comme vous apparemment, parce que je vois pas de qui sont les somnambules et qui sont les personnes qui veulent des dépenses en plus, qui a voté 1,4 milliard de dépenses publiques pour nettoyer la Seine, qui avait décidé du fonds vert, qui décide qu'une secrétaire d'État puisse avoir 10 conseillers spéciaux et 36 voitures à disposition dès qu'elle fait un tour dans Paris pour aller visiter, je sais pas, un bâtiment public ou autre. Je crois pas que ce soit les Français. Si vous allez en Espagne, je parle de l'Espagne parce qu'ils sont un peu plus territoriaux, justement. Il n'y a pas autant de dépenses publiques pour l'encadrement des personnalités politiques déjà. Et quant aux retraites, ça c'est notre problème. Après, là aussi, il y a toute une catégorie de ministres et de personnalités politiques comme Édouard Philippe qui a dit il va falloir là pour sa fameuse rentrée travailler plus, les Français doivent s'y attendre. Pourquoi pas, on a envie de lui dire, mais je veux dire, travailler jusqu'à 70 ans, c'est l'avenir. Je ne sais pas si Édouard Philippe sera encore là à 70 ans, je le lui souhaite, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français comme lui qui connaissent des problèmes de santé et qui voient que la vie risque de s'écourter aussi. Donc, je veux dire, qui plus est pour des ouvriers. Et il y a une grande hypocrisie sur le sujet des retraites et sur le sujet du travail, mais comme sur le sujet de la valeur et de la richesse. Aujourd'hui, alors ça c'est aussi la faute de la population, mais population qui est mal éduquée aussi, c'est un cercle vicieux, mais effectivement il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller en profondeur et définir réellement les choses. Donc lorsque on parle d'endettement et d'argent en disant il faut investir tant, on considère que l'argent est de la richesse et qu'il suffit d'imprimer des billets pour qu'il y ait de la richesse. Lorsqu'on parle de travail, on considère que si on travaille, on crée de la richesse. Ce que dit Édouard Philippe, c'est il faut travailler plus, parce que nous faisons partie de ceux qui voulons créer la richesse avant de la redistribuer. Voilà, c'est le sophisme parfait, ça paraît assez logique. Donc on se dit oui, c'est vrai, on va travailler, on va faire des choses comme des entrepreneurs et donc ça va générer de la richesse. Sauf que le système dans lequel on est ne favorise pas tout à fait cette création de valeur et cette création de richesse. Et ça n'est pas parce que un ouvrier, je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore, mais plutôt on va prendre pour exemple une caissière ou un manutentionnaire qui travaille dans le métro parisien ou qui travaille dans un hangar à Amazon justement dans le sud de la France, va travailler jusqu'à 69 ans plutôt que jusqu'à 65 ou 67. Je ne crois pas réellement que ça génère une richesse faramineuse pour le pays et que ce soit ce qui fasse évoluer le pays. Non, c'est pas ça qui fera évoluer la situation du pays. Mais on en avait parlé, mais en termes de dépenses publiques, on est totalement à côté. Il y a une hypocrisie totale, même sur le symbole, sur le symbole des retraites. Si vous êtes président de la République, vous allez me dire, il n'y en a qu'un, mais vous avez une pension de retraite avant vos 60 ans. C'est toujours inscrit dans la Constitution.
Et si vous êtes Premier ministre et que vous quittez, puisqu'il y a beaucoup de jeunes Premiers ministres aujourd'hui, à 34 ou 35 ans, vous allez coûter plusieurs millions à l'État avant même d'arriver à l'âge de la retraite. Donc ne serait-ce que pour le symbole à ce niveau-là, il y a une double géométrie de la part des ministres qui vous disent « il faut que les ouvriers travaillent plus entre 67 et 69 ans ». Oui. Il nous reste 5 minutes à peine, Tom Benoît. Si on devait résumer justement le bilan donc de Bruno Le Maire, ça serait l'hypocrisie, parce que c'est aussi un ministre qui nous a expliqué tout au long justement de son mandat qu'il faisait de son mieux, que l'économie allait se porter mieux, et puis finalement il part au moment où il pointe du doigt un énième dérapage. Alors ce mot-là, dérapage, il l'aime beaucoup. Oui, ce serait je dirais plutôt la faiblesse en touchant, plus même que l'hypocrisie, même si l'hypocrisie est souvent en lien avec la faiblesse, elle est souvent une conséquence d'une forme de faiblesse. Parce qu'effectivement, Bruno Le Maire, ça n'est sorti par faiblesse, en ne faisant jamais d'excès finalement d'ego trop prononcé, en acceptant d'être... parce que pour me faire un peu le défenseur de Bruno Le Maire, il a dû passer des moments assez désagréables durant ces dernières années. La cote de popularité de Bruno Le Maire auprès des entrepreneurs dans ce pays, auprès de la population, auprès de quasiment tout le monde, et même auprès des électeurs de son propre parti, avant même qu'il soit ministre, elle n'était pas très élevée. Je crois qu'il avait fait, 5% auprès des électeurs de son parti, les Républicains, lorsqu'il était en primaire. Donc il a dû passer des moments quand même assez désagréable. Mais donc, c'est l'inaction, c'est la faiblesse, c'est tout ce qui conduit, justement, mais qui est mené par d'autres, à la dépendance, justement, à cette Commission européenne et à un monde qui nous dépasse de plus en plus. C'est museler les Français, museler les entreprises françaises, museler pour qu'ils ne puissent pas bouger, comprendre, agir, changer, prendre leur destin en main, avoir le contrôle du pays, avoir le contrôle de ce qui se passe. Et puis après, vogue le navire et je pars en Suisse, là aussi avec un beau symbole. Je suis ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans et je pars enseigner parce que ma passion avant d'être ministre de l'économie, c'était l'enseignement, et je pars enseigner ailleurs. Et qui plus est dans un pays qui est en dehors de cette belle Union européenne que l'on vous vend et qui est essentielle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes... C'est quand même pas mal d'être ministre de l'économie et des finances. C'est un beau poste. Donc si vous en arrivez à ce niveau-là, c'est élevé. Lorsque vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, comme on dit, vous n'allez pas en France ou dans un pays de l'UE. Comme vous partez pas très loin, vous partez en Suisse. Vous avez quand même envie de sortir de l'UE. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Oui, c'est assez révélateur, effectivement. Il nous reste 1 minute, Tom Benoît. Alors, on a compris que vous ne vouliez pas être ministre de l'économie, mais aujourd'hui, qui est-ce que vous pourriez souhaiter à cette place pour le bien-être des Français ? Non, mais absolument personne, parce que le ministre de l'économie qui arriverait au milieu de... C'est le système qui compte, c'est Michel Barnier, c'est le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron, c'est Ursula von der Leyen, c'est Mario Draghi, c'est Christine Lagarde, ce sont tous ces gens-là, et quelle que soit la personne qui sera nommée, ce sera un instrument. Alors il y a peut-être un instrument plus grotesque que l'autre. Si c'est Valérie Pécresse, ce sera sûrement plus grotesque que si on choisit, je ne sais pas de qui on pourrait parler pour l'économie et les finances aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, ce sera quelqu'un qui signera un blanc-seing à Mario Draghi, à Ursula von der Leyen pour 800 milliards annuels d'endettement européen, pour la dépendance à tous les diktats, comme je le disais, de l'UE, mais qui ne relancera pas l'économie du pays. Donc c'est plutôt, qu'est-ce que vous voudriez comme système ? Le système que je voudrais, je vous le dis, il est tout clair et il est très précis. C'est la sortie immédiate de l'Union européenne comme commission et comme outil politique, et la sortie de la Banque centrale européenne comme banque émettrice de monnaie. Et à partir de là, vous pouvez avoir une cohérence et piloter. Et là, je serai ministre de l'économie et des finances si on me le propose. Voilà. C'est bien noté, on garde ça en tête, Tom Benoît. L'entretien touche à sa fin, malheureusement. Il y a encore toujours, comme à chaque fois, énormément de choses à dire. Mais merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Merci beaucoup et à très bientôt.